l'objectif, mais je pense qu'il y a déjà pas mal d'éléments qui ont été dits, c'était de comprendre le comportement des composés volatiles lors de la distillation, que ce soit discontinu à repasse, nommé précédemment distillation charentaise, ou continu en colonne. Et pour la distillation discontinue à repasse, on se posait la question de l'incidence de tous ces recyclages de tête, des fractions de tête, de queue et les secondes. Et l'idée, c'était de faire aussi un focus sur les composés d'intérêt aromatique et les composés à défaut. Donc là, c'est plutôt sous l'influence d'Hugues, hein, pour dire lesquels sont à défaut ou de qualité. J'ai pas vraiment le recul. Donc il y a eu 2 campagnes d'essai, une campagne ici au lycée de Robillard, donc avec le pilote de l'ARAC de 115 litres en discontinu en 2018 et une campagne à la distillerie Bunel où très gentiment ils ont remis en route leurs alambics pour que l'on puisse à partir d'un même cidre comparer la distillation en alambic discontinu et la distillation en colonne. Donc mon exposé, je vais d'abord parler de la distillation discontinue à repasse en incluant les 2 séries d'essais à l'ARAC et à Bunel. Ensuite, les essais expérimentaux donc de distillation continue en colonne. Et après, je vous montrerai quelques simulations, puisque l'intérêt d'acquérir des données expérimentales, c'est de voir si on peut représenter le comportement des composés volatiles et ensuite tester différents modes de fonctionnement. Donc les essais à l'ARAC ont été faits avec Jean-Christophe Deschâtres avant que l'ARAC disparaisse. Et je le remercie parce qu'il a vraiment été le pilote principal. On a choisi, malgré la difficulté que ça représentait, de tout faire dans l'alambic de 115 litres, ce qui veut dire qu'un grand volume de cidre a dû être mis en œuvre pour être capable d'aboutir à faire 2 bonnes chauffes. Donc le pilote de l'ARAC est instrumenté, il y a une balance qui permet de suivre en continu la masse de distillat, des capteurs de température et un système d'acquisition. Par ailleurs, moi j'étais arrivée avec un densimètre portable pour mesurer la teneur en éthanol du distillat, donc on n'a pas pu faire pour toutes les distillations, hein, parce que toutes les 3 minutes faire la mesure, c'est pas forcément évident. Et on mesurait donc ce TAV à la sortie du porte-alcomètre. Donc l'alambic de l'ARAC représente tout à fait un alambic classique avec la chaudière donc de 115 litres, le chapiteau, le col de cygne, la condensation dans le serpentin avec à l'avant-dernière spire un tuyau donc de mise à l'atmosphère et le porte-alcomètre. La balance de 0 à 25 kg. Alors, il a été fait un choix de prendre un cidre particulièrement piqué. Vous verrez dans les résultats d'analyse, donc à 7% volume. Et il a été fait un choix d'éliminer la toute première fraction donc de tête, 0,2 litres par rapport à 1,4 litre derrière qui était échantillonné. Pourquoi je précise ceci? C'est parce qu'après, je vais plutôt la démarche de bilan, de vérifier que ce qui arrive avec le cidre, je retrouve tout l'ensemble des composés dans les fractions et j'ai toujours en tête de me dire il y a peut-être une partie qu'on n'a pas pris en compte. Donc pour le chauffe de cidre, on a fait 9 chauffes de cidre que j'ai noté CC1 à CC9, sachant que CC1 est la seule où il n'y avait que le cidre. À partir de CC2 à CC5, les têtes et les queues de la chauffe de cidre d'avant étaient recyclées. À partir de CC6, il y avait également une fraction des têtes et des queues de la première bonne chauffe. L'idée était de pouvoir réaliser 2 bonnes chauffes. Donc la première à partir des brouillis de la première à la 5e distillation du cidre, et la deuxième avec le recyclage des secondes. Parce que il est reconnu, notamment toute l'expérience du BNIC, que pour caractériser l'eau de vie qui correspond à un cidre donné, il faut tenir compte du recyclage de ces secondes.
Alors, ce matin, Patrick Legendre vous a présenté toutes les analyses du BNIC. Effectivement, donc il y a eu 65 échantillons qui ont été analysés, donc toutes les fractions de tête, brouillis, queue, résidus, les fractions en bonne chauffe. Et il faut savoir qu'il n'est pas habituel pour les laboratoires de mesurer des résidus, de même mesurer les cidres. Bon, ça demande une extraction préliminaire. Donc, le mode opératoire qui a été choisi à l'ARAC, le mode de contrôle, c'était la puissance de chauffe. J'ai pas précisé que c'était un chauffage électrique. Donc, une mise au courant, à partir du moment où la température montait au niveau du col de cygne, une diminution de la puissance de chauffage, le coulage du brouillis. Je sais pas comment on fait pour avoir du petit rouge comme ça. Voilà, la récupération du brouillis, puis la récupération, la coupe et la récupération des queues. Vous avez ici un profil de concentration en éthanol au cours du temps. Pour la bonne chauffe, même procédure, une diminution, je suis désolée, je n'ai pas fait attention, je sais pas la même échelle, donc aussi à très faible puissance de chauffe pendant le coulage du cœur, les secondes et les queues. Et vous avez ici les deux profils de température, de teneur en éthanol, donc des deux bonnes chauffes. J'ai regroupé donc dans cette présentation les essais qui ont été faits également donc à taille réelle, puisque l'alambic était de 25 hectolitres, à la distillerie de Bunel en 2020. Cette distillerie est particulièrement instrumentée puisqu'elle dispose à la sortie de l'alambic de densimètres en ligne. Donc en fait, il y a eu une adaptation donc de la sortie du coulage. On passe par le filtre, on descend suffisamment bas pour être dans un sens montant bien linéaire où on place le densimètre en ligne. Et puis donc la sortie avec la possibilité, donc on voit l'automatisation des coupes. Et cet alambic est chauffé par un serpentin de vapeur. L'alambic est donc équipé de tout un système d'acquisition de données et de possibilités que le distillateur fixe les paramètres. Donc, l'échantillonnage de la chauffe de cidre et de la bonne chauffe ressemble beaucoup à ce qui a été fait à l'ARAC. Vous avez sur les courbes inférieures la puissance de la pression relative de la vapeur de chauffage et le profil de TAV, donc lors de la chauffe de cidre et lors de la bonne chauffe. Donc là, il y a un gros trou parce qu'on était allé manger. Qu'il n'y avait pas encore l'enregistrement au niveau de l'acquisition des données. Mais maintenant, c'est fait. Alors, donc 65 échantillons dont on va voir donc 3 méthodes de dosage. Donc, du coup, je vais gagner du temps puisque ça a été présenté ce matin par Patrick Legendre. Alors, effectivement, moi j'avoue que j'étais enthousiaste d'avoir autant de composés volatiles. C'est une richesse, mais vraiment très très importante. Par contre, il y en a beaucoup qui étaient en dessous de la limite de quantification. Donc au départ, j'étais un peu submergée par la base de données. Donc en fait, j'ai barré tous ceux qui en fait n'étaient pas quantifiables dans les échantillons et pour lesquels il n'a pas été possible de caractériser le comportement. Alors la première étude qu'on peut faire, c'est d'essayer de voir comment est-ce que les cidres, de tous les cidres qu'on a testés à l'ARAC et à Bunel, en quoi déjà ils étaient différents, puisqu'après on va analyser les comportements. Donc ici, j'ai représenté, je pense que vous avez tous l'habitude, la caractérisation de la concentration en composés volatiles d'arômes ramenée en grammes par hectolitre d'alcool pur. Ça permet de pouvoir comparer aussi bien les distillats que les matières, les mous fermentés, avec la même référence par rapport à l'éthanol. Donc, vous avez à gauche les résultats, enfin non, vous avez plusieurs gammes de concentration. Je les ai classées par gamme de concentration, avec plutôt dans les couleurs orange les deux cidres analysés à Bunel. C'était le même, mais il y en a un qui alimentait la colonne, l'autre qui on a échantillonné. Donc ça va, ils se ressemblent bien. On est bien dans les mêmes caractéristiques.
et puis les cidres au niveau de l'arac. Donc CC1, c'est vraiment le cidre, et CC2 à CC9, ce sont les moyennes de tout ce qui a été mis en œuvre dans la chaudière lors des les 8 distillations suivantes. Donc voilà, donc vous avez certains composés qui ont des valeurs différentes entre les deux cidres. Je vous ai mentionné que à l'arac, le cidre était particulièrement piqué. J'avoue que j'avais jamais vu une teneur aussi importante en propanol, également en lactate d'éthyle. Hein. Donc après, vous devez savoir qu'est-ce que veut dire qu'un cidre piqué et en acétate d'éthyle. Hein. Donc là, vous avez plus l'expérience que moi pour avoir une interprétation sur qu'est-ce qui s'est passé en fermentation avant. Alors, comment analyser les résultats? Donc, les 65 échantillons et tous ces composés. Donc, pour les chauves de cidre, très rapidement, j'ai vu qu'il y avait une forte reproductibilité des analyses, donc ça donne confiance aussi. Et à ce moment-là, j'ai fait des moyennes. À partir de ces moyennes, j'ai pu calculer les bilans et de voir la répartition des composés entre les têtes, le brouillis, les petites eaux, donc c'était le volume mort qui restait, le résidu, et puis pour les bonnes chauffes, même chose, les têtes, le cœur, les secondes, les queues et le résidu. Hein, donc ça, et pour laisser à Bunel, bon, il n'y a eu qu'une seule chauffe de cidre, bah, j'ai eu la même réaction. Alors, je vous ennuierai pas avec des tableaux. Après, je ferai des graphes. Pourquoi j'ai laissé ce tableau? Donc, qu'est-ce qu'il représente? Je voulais vous montrer la philosophie avec laquelle j'ai exploité les résultats. Donc, déjà, vous avez des valeurs qui sont écrites en rouge. Pourquoi elles sont en rouge? Parce que elles étaient en dessous ou à la limite de quantification. Ça veut dire que dans certains cas, c'est logique parce qu'il n'y en a plus. Dans d'autres cas, ça me posait problème par rapport à la connaissance que j'avais des composés. Donc ici, vous avez le TAV donc de la fraction de tête du cidre mis dans la chaudière, puisqu'il y avait un recyclage, des têtes, du brouillis, que petites eaux résidus, et le bilan ici, les valeurs en milligrammes par litre. À partir de ces valeurs en milligrammes par litre et des volumes de chacune des fractions, j'ai calculé les masses, et en fait ici, vous avez la différence dans les bilans. Alors, il est de connaissance de tous ceux qui travaillent en distillation que l'on doit retrouver les bilans pour les alcools supérieurs, pour les alcools. Et on voit bien qu'il y a vraiment de la cohérence parce que sur tout cet ensemble d'analyses, d'avoir 10% d'écart, c'est quand même pas monstrueux. Par contre, j'ai un doute sur l'hexane 3-N-All. Et on s'aperçoit, d'abord j'ai un doute, et en plus il y a plein de valeurs qui étaient en dessous de la limite de quantification. Ça veut dire que, oui, attention à l'interprétation qu'on pourra faire sur la répartition. Pareil pour d'autres composés. Alors là, les composés écrits en rouge, c'est ceux qui étaient plutôt négatifs. Alors, pour essayer de représenter les répartitions des composés, pour pas vous placarder plein de chiffres, j'ai essayé de faire par des graphes. Vous avez la comparaison ici de la distillation des cidres, que ce soit à gauche pour l'Arac, à droite pour Bunel, la répartition entre les têtes, le brouillis, les queues et le résidu. J'ai un doute sur le 4-éthylcatéchol, mais comme j'ai pas de recul sur cette molécule, voilà, bon, c'est quelque chose à approfondir. C'est la première fois que je voyais les dosages de ces molécules. Alors, si on regarde d'abord les alcools, eh bien, vous avez une partie des alcools qui sont une fraction dans les têtes, hein, ce qui est habituel. Et là, ce sont les têtes qui vont être recyclées, hein, la chauffe d'après. Ensuite, vous avez le brouillis et le résidu. Donc, généralement, dans le résidu, il y a très, très peu d'alcool qui reste, sauf un, au désespoir d'Hugues, le 2-phényléthanol, qui reste à près de 50% dans le résidu. Et ça sera la même chose en bonne chauffe, donc c'est la catastrophe. Vous verrez, il n'en reste plus grand-chose dans le cœur final. Donc, on peut voir que
la répartition est un peu différente en bonne chauffe parce que la teneur en éthanol au départ est plus faible, est plus forte, pardon, et donc les composés se comportent différemment. Alors j'ai un doute aussi sur le 3-méthylbutylacétate que l'on nomme aussi l'acétate d'isoamyle. Alors un peu compliqué, tous ces noms, c'est un peu comme les noms de micro-organismes, les noms de molécules, il y a les noms scientifiques, les noms d'usage. Donc voilà, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Là, c'était pour les composés qui étaient analysables dans les échantillons de Bunel et de Larac. Et là, j'ai mis ceux où je n'avais qu'une seule des possibilités, avec un doute sur la répartition du 2-phénylacétate, parce que ça ne s'est pas forcément confirmé par la suite. Également, pour comprendre comment se comportent les composés volatiles, au niveau de la chauffe de cidre, j'ai comparé les concentrations ramenées en grammes par hectolitre d'alcool pur. Finalement, on se rend compte que ça se stabilise relativement. Hein. Enfin, j'ai pas vraiment, je trouve qu'on voit pas d'énormes différences. Ça veut dire que le recyclage des têtes de chauffe de cidre et queues de chauffe de cidre, finalement, pas tant d'influence que ça sur la composition de la chaudière dès qu'il y a eu un minimum de recyclage. Donc maintenant, si on compare, est-ce qu'il était vraiment important de faire 2 chauves au niveau des essais de Larac? Alors ma tendance, elle est de dire quand même oui, parce qu'il y a le recyclage par les secondes. Donc vous avez ici le graphe, toujours ramené en grammes par hectolitre d'alcool pur, de la concentration des composés dans le cœur de première chauffe et le cœur de bonne chauffe. Donc on voit que finalement, quels sont les composés dont la concentration, la concentration a l'air plus faible dans la deuxième chauffe que ici l'éthyle 2 hydroxypropanoate, en fait c'est l'éthyle-lactate. Donc là c'est le lactate d'éthyle. Donc c'est un composé, vous verrez dans les simulations, qui a plutôt tendance à sortir en fin de distillation et une partie reste dans le résidu. Et vous avez le diéthylsuccinate, je crois que celui-là n'est pas du tout recherché, donc c'est dommage, il est en partie recyclé. Et il doit y avoir le 2-phényléthanol qui est quelque part. Et lui a une concentration qui augmente légèrement, mais j'arrive plus à le trouver. Donc pour les bonnes chauves, j'ai également comparé Bunel et Larac. De l'aspect, rien que l'aspect, on voit que c'est relativement cohérent pour les 2 distillations. Ah, il y a juste une chose qui manque. Alors on pourrait se dire le 2-phényléthylacétate, chouette, en fait il part pas dans le résidu, mais pas du tout. C'est parce que il nous manque l'analyse du résidu de Bunel, parce qu'il y a eu une erreur, l'information n'est pas passée auprès du distillateur et il a vidangé le résidu avant qu'on ait eu le temps de prendre l'échantillon et il était après inaccessible. Donc par contre on n'a pas le résidu, donc en fait pour le 2-phénylacétate il faut se baser sur ce résultat. Donc c'est pas très positif puisque je crois que c'est un composé qui est recherché et qui partira plutôt dans le résidu. Donc même chose pour les composés différents qu'on n'a pas pu forcément doser dans les 2 expériences. Et vous avez bien le 2-phényléthanol en bonne chauffe qui part aussi en grande partie dans les résidus. De même que l'éthyle 2 hydroxypropanoate part en partie. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion ? Au moins sur cet aspect-là, quelque part, en distillation, que ce soit continue ou discontinue, le point principal, c'est qu'est-ce qui va rentrer dans le système, parce que vous n'avez pas tant de volants que ça pour séparer les composés volatiles d'arômes. Donc faites un bon cidre, faites un très bon cidre, vous ferez un bon alcool, vous n'avez pas tant de souplesse. Donc la distillation ne permet pas, dans les conditions de l'AOC, ne permet pas de rattraper fortement un défaut potentiel.
Donc globalement, si on suit comment les composés se sont comportés entre le cidre, la chaudière mis à la rack, le brouillis, là où on a fait tant d'analyses, tant de suivi, le cœur, le premier cœur, le deuxième cœur, toujours en grammes par hectolitre d'alcool pur. On peut retenir que pratiquement tous les alcools, vous les retrouvez dans le cœur. Parce que vous voyez, c'est pratiquement plat. Comme c'est plat, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Ça veut dire qu'on retrouve tout en même proportion que l'éthanol. Et donc, oui, là, le 2-phényléthanol, lui, par contre, on voit bien qu'on le perd. Entre le cidre et le brouillis, on le perd. Entre le brouillis et le cœur, on le perd. Donc, moralité, on le perd. Là, il est remis ici, c'était pour montrer la fin, puisque l'échelle n'est pas la même. Il y a des composés, alors l'acétate d'éthyle, vous pouvez observer qu'entre le cidre de départ et ce qui était mis dans la chaudière à la 2e et 9e distillation, il a fortement augmenté parce que les têtes recyclent une grosse partie de l'acétate d'éthyle. Si vous avez des problèmes avec l'acétate d'éthyle, il faut admettre d'extraire des têtes de manière définitive. À ce moment-là, parce qu'on verra sur les simulations, il est très concentré dans la première fraction, dans le tout début de la distillation. Mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Donc, le lactate d'éthyle va être perdu en partie. On voit bien, là, ça confirme bien. Et voilà, certains... ce qui prouve que les analyses et l'ensemble étaient cohérents, c'est de retrouver que l'ensemble des alcools ont une teneur, sont finalement gardés dans le distillat. Donc, la question qu'on se posait, c'est maintenant, est-il possible, à partir de la composition d'un cidre, d'estimer la composition du cœur, sachant que le cidre, on fait une chauffe de cidre. À la chauffe de cidre, on va tirer des têtes de chauffe de cidre. On va tirer des queues de chauffe de cidre. Ensuite, on a le brouillis. À la bonne chauffe, on va recycler aussi les têtes, les queues et les secondes sont recyclées. Donc en fait, si on prend un cidre et qu'on regarde à partir du brouillis un seul cœur sans prendre en compte tous ces recyclages, eh bien on risque de pas tout à fait bien caractériser le cidre. Donc, je me suis amusée, entre guillemets, à concevoir un petit fichier Excel qui permettrait de calculer quelle est la composition du cœur en fonction de celle du cidre, si je connais la répartition des composés, toutes les fractions que je vous ai montrées. Il y a tant dans les têtes, le brouillis, les queues, le résidu. En appliquant ces répartitions, en considérant qu'il faut 5 chauffes de cidre pour faire une bonne chauffe, voici un exemple pour le 3-méthylbutanin-ol et le cas où on aurait une seule chaudière de bonne chauffe de 25 hectolitres. Donc, le recyclage au total n'est pas négligeable en quantité. Et on voit que le 3-méthyl-1-butanol, qui est pratiquement recyclé, il arrive au total, si on prend la quantité totale de cidre qu'il a fallu pour produire avoir les bonnes chauffes de 25 hectolitres, eh bien, on a une quantité. La concentration est de 92,4 mg par litre. On va à 888, c'est-à-dire qu'il y a le facteur de concentration de l'éthanol. Il suit le même facteur de concentration et on retient à peu près 90%. Donc, ce petit fichier, si on connaît la répartition des composés, qu'on est capable d'analyser le cidre au départ, eh bien, on est capable de calculer quelle sera la composition du cœur. C'est un peu ça qu'on voudrait valider en prenant en compte les recyclages. Donc, petite conclusion intermédiaire. Donc, je rappelle que le cidre était particulièrement, d'après les
connaisseur Piquet. Il avait une concentration très très importante, notamment en butanol 2 et en acétate d'éthyle, en lactate d'éthyle. On avait éliminé le début des têtes et on a donc pu voir la répartition des composés. Et en déterminant assez précisément la répartition des composés dans les différentes fractions, ça peut donner une idée. On pense qu'il est possible de calculer la composition du cœur après avoir considéré un régime établi. Donc on va faire une petite pause, comme ça après je fais la colonne et puis voilà, pause question. Une petite pause question, 5 minutes, parce qu'on a toujours un petit peu de retard, un petit quart d'heure de retard. Je vais être obligé de prendre sur votre pause de tout à l'heure, là. Donc s'il y a des questions par rapport, merci Martine déjà de ces présentations. Pourquoi vous avez choisi du cidre piqué pour faire ça ? Demandez à Jean-Paul Simon. Non, tu peux me demander. J'étais dans la décision. C'est les absents toujours tort. En fait, l'étude initiale, pour la petite histoire, l'idée c'était de voir l'impact des recyclages sur la qualité de l'eau de vie, parce que on comprend bien que on veut éliminer les composés. Le fait de couper les queues, de couper les têtes, c'est pour éliminer les composés que vous voulez pas dans votre eau de vie. Sauf que vous les recyclez en continu, tout le temps. Donc on les concentre au fur et à mesure dans le cidre. On a un peu vu tout à l'heure, là, il y a des concentrations qui augmentent, notamment l'acétate d'éthyle. Quel est l'impact au fur et à mesure de vos distillations de cette concentration dans le cidre que vous distillez ? C'est-à-dire que plus vous distillez, plus vous augmentez la concentration en acétate d'éthyle. Alors, je mets juste un bémol. En fait, vous ne concentrez pas indéfiniment parce que ça finit par sortir. On arrive à un régime établi. C'est monté. Et puis après, de toute façon, ça sort dans le cœur. Mais disons que vous ne le séparez pas. Il part dans le cœur. Donc du coup, au final, vous finissez par récupérer les composés que vous ne voulez pas, en partie. Tout au moins en partie. Oui. Et juste pour finir après. Et du coup, en fait, on était vraiment parti sur la non-qualité, on va dire, entre guillemets, donc piqué. C'est-à-dire on voulait qu'il soit riche en acétate d'éthyle, qu'il soit riche en lactate d'éthyle. Enfin voilà, on était parti vraiment sur cette typologie de cidre pour essayer de répondre à cette question-là. Les chercheurs font qu'on arrive à trouver d'autres réponses et voilà, on a trouvé d'autres choses. Par contre, on ne peut pas répondre complètement sur certains composés parce qu'il aurait fallu faire le pendant avec un cidre fruité de bonne qualité. Ça aurait été intéressant de voir. On n'a pas pu le faire dans le cadre de cette étude, mais voilà, c'était le but. Pour dire quand même, Martine disait que c'était un cidre très piqué. Il restait dans la législation autorisée, c'est-à-dire qu'on était à, de mémoire, 2,1 grammes par litre de H2SO4 équivalent. C'est une question où tu as un petit peu répondu. Donc vous avez pris un cidre très évolué. Dans les analyses quantitatives que vous avez fait, je vois pas beaucoup d'esters type acétate d'exil, etc. Enfin, des choses un peu fruitées qu'on a vues par le passé intéressantes en eau de Vision, par exemple. Ma question, c'est, vous avez dit, voilà, par exemple, si on a pas mal d'acétate d'éthyle, il vaut mieux ne pas recycler les têtes parce qu'on a une augmentation et après ça plafonne, mais on enrichit l'eau de vie au final. Est-ce qu'on peut imaginer que si on n'en a pas, qu'on a un cidre jeune et qu'on a fait en sorte d'avoir pas mal d'esters fruités sympas, au contraire, il vaut mieux les recycler ou même peut-être les prélever, les réinjecter directement un peu plus loin pour augmenter cette concentration ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on a le même comportement ? Alors, moi, je dirais jamais vraiment augmenter la concentration. L'idée, c'est est-ce que je les garde ou ils sont perdus. Donc, effectivement, ces composés risquent de sortir au même endroit que l'acétate d'éthyle avec le mode de distillation à repasse, puis on va voir même en colonne quand on coule vers les 70% volume. Donc, c'est pas de gaieté de cœur. Si vous êtes obligé d'extraire une petite fraction de tête, c'est parce que à ce moment-là, vous voulez réduire le taux d'acétate d'éthyle qui serait trop gênant. Sinon, effectivement, il ne faut pas le faire. Moi, je me dis que le recyclage des têtes et cette séparation est importante parce qu'il y a aussi les produits de réaction avec le cuivre. Vous avez du verre de gris, on ne va pas envoyer ça dans le brouillis puis ensuite dans le cœur, donc ça se comprend et ça finira peut-être par partir dans le résidu. Mais ne faites des sorties définitives de tête que quand vous en avez besoin, quand il n'y a pas d'autre choix parce que la matière première est trop concentrée. Puis vous perdez de l'éthanol aussi en faisant ça. Et en plus, il faut rester dans la réglementation du bilan, quoi. Enfin,